Bonjour à tous et bienvenue, voici notre sommaire. Aujourd'hui, notre aliment star est un fruit issu d'un croisement entre une mandarine et une orange. Ça donne la clémentine. Au boulot ensuite pour parler de motivation. Notre femme inspirante de cette semaine n'avait aucune formation avant l'âge de 43 ans, mais en moins d'une décennie, elle a décroché une quarantaine de diplômes. Madiha Benani est avec nous. Et enfin, le rendez-vous santé. Lorsque le diagnostic de surdité est posé pour un enfant, comment le stimuler? Eh bien, on vous dit tout ce matin. Bienvenue à toutes et à tous sur Média. Merci à vous d'avoir choisi Média TV pour vous accompagner ce matin. 11 Dito en particulier et une belle équipe autour de moi. Merci mesdames d'être là. Fatem Zahra Mzioud Beniz, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consultante, business coach et avec vous aujourd'hui, management par la motivation. Est-ce que c'est la clé de la performance? Eh bien, en détail dans quelques instants. Ensuite, notre femme inspirante de cette semaine. Nous sommes le samedi matin. Nous avons une belle femme à rencontrer. Madiha Benani, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors, comment on peut vous présenter? Vous avez une quarantaine de diplômes de formation. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez choisi de relever le défi de la formation, de vous dépasser et de venir en aide à d'autres femmes, lesquelles, eh bien, on verra tout ça dans un petit moment avec vous. À vos côtés, Sarah Hey. Bonjour, Sarah. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Toujours et un avec plaisir. vous, merci également. Avec vous aujourd'hui, lorsque le diagnostic de la surdité est posé pour un enfant, il faut le stimuler. Vous, les spécialistes, vous le dites. Comment aider les parents à la maison? C'est ce que nous allons voir avec vous. En tout cas, ce qui est important aussi pendant cette période de l'année, c'est de faire le plein de vitamines. Plein de vitamines à travers les agrumes. Quand on prend une orange et une mandarine, les deux ensemble, ça donne quoi? Ça donne une clémentine. On regarde tout de suite. Originaire d'Algérie, l'histoire de la clémentine débute à Oran. Elle doit son nom à son inventeur, le père Clément. Il aurait fait le croisement d'un mandarinier avec une orange douce et ainsi, la clémentine est née. Issue du clémentinier, c'est un agrume qui se présente sous l'apparence d'un fruit juteux, à la peau fine et son parfum subtil rappelle celui de la fleur d'oranger. La production de clémentine au Maroc commence en automne au mois d'octobre. Celle qui ouvre le bal sur nos étals, c'est la clémentine marocaine, la bekria, la précoce, suivie de près par la clémentine qui nous vient de Corse, celle qui se caractérise par ses jolies petites feuilles vertes. En dernier, la clémentine Nour, facilement reconnaissable grâce à sa peau qui se détache aisément, ferme la saison au mois de février. La clémentine est le fruit d'hiver par excellence, riche en vitamine C, dont nous avons grand besoin à cette période pour nos défenses naturelles. Riche aussi en carotène, elle est bénéfique pour la peau et le système cardiovasculaire. Elle aide également à combattre la tension artérielle, l'insomnie et l'agitation nerveuse. Ce petit agrume fournit également un complément en minéraux et oligo-éléments, notamment en calcium, fer et magnésium. Contrairement à la mandarine, la clémentine n'a pas de pépins. Le fruit est vert à maturité. Il ne devient orange que sous l'effet de la baisse de température hivernale. Sa saveur douce, sucrée et faiblement acide en fait la vedette des salades de fruits. Adorée par les grands comme les petits, la clémentine, c'est notre copine. Et c'est une bonne copine en plus. Moi, je ne savais pas que la différence était qu'il n'y avait pas de pépins dans la clémentine, dans la mandarine. Il y en avait. Fatem Zahra, on en apprend des choses, hein? Énormément. En plus, j'adore la clémentine. C'est vrai? Ouais. Vous saviez faire la différence entre les deux? Clémentine, mandarine? Jamais j'ai fait attention. Jamais, absolument. Pas du tout. C'est très intéressant. Absolument. Madiha? Je pense que la clémentine, on la trouve plus à Marrakech, c'est ça? Je ne pourrais pas vous renseigner. Vous me posez une colle. C'est possible, je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Sarah, vous l'avez, vous, l'information? Non, pas du tout. Pas mais du je pense que c'est celle qui est amère qui est sur Marrakech. C'est une catégorie un petit peu spécifique de la clémentine. De la clémentine. Mais qu'on ne consomme pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire le plein de vitamine C avec la clémentine, que c'est très important pendant cette saison, et qu'en plus, la clémentine n'a pas de pépins, contrairement à la mandarine. Moi, c'est l'information
clé et motivante que je garde. Motivante, pourquoi? Ça vous fait réagir, Fatem Zahra? Une bonne perche. Une bonne perche, absolument. Je l'ai trouvé, ma perche. Le management par la motivation, la clé de la performance, au boulot tout de suite. Et il faut être motivé pour trouver cette perche, quand même, Fatem Zahra. Absolument. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes consultante business coach et avec vous, justement, le management par la motivation. Est-ce que c'est la clé de la performance? Nous avons posé la question à un manager. On regarde et on revient. Je suis Zine Baokasha, directrice marketing dans le secteur automobile pendant 20 ans. Et dans le cadre de cette fonction, j'ai géré plusieurs équipes de différentes tailles. De petites équipes, j'ai des équipes beaucoup plus grandes. Motiver une équipe est fondamental parce que sans motivation, forcément, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de productivité, comme on dirait. Et cette motivation-là, elle n'est pas simple puisque forcément, les personnes sont différentes, les caractères, les parcours, qu'ils soient personnels ou professionnels. On trouve forcément un point commun entre tout le monde. Et ce point commun-là, vers lequel on axe toute la stratégie de motivation. Il y a le format standard auquel j'ai déjà fait appel, qui est une conférence avec des échanges, des jeux de rôle, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que cette méthode-là a permis effectivement de régler, en tout cas d'ajuster, d'avoir certains ajustements, mais qui n'étaient pas forcément sur du long terme. Mais j'ai fait appel dans d'autres circonstances à d'autres techniques. Et ça, c'était dans un cadre, je dirais, où je suis sortie un peu du cadre professionnel, où j'ai pris mon équipe à titre personnel. Et on a fait des activités beaucoup plus orientées sur l'être. Et quand on arrive à être soi-même, à être en règle avec soi-même, être bien avec soi-même, ressentir un bien-être et une sérénité intérieure. Et ces techniques-là, pour vous dire ce que c'est tout simplement de la respiration et de la méditation. Tout le monde s'arrête, on éteint les portables, on éteint les ordinateurs et on se retrouve au milieu et on finissait notre journée avec un moment de respiration, de méditation. Le stress de la journée baissait, était terminé, tout le monde rentrait chez lui avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et j'ai tout de suite vu la différence au niveau des échanges et de la créativité. Et à partir du moment où il y a de la créativité et qu'il y a le partage de cette créativité, il y a forcément une motivation autour d'un objectif commun qu'ils créent eux-mêmes. Et là, j'ai tout de suite compris, mais ça a été immédiat, pour ne pas dire une révélation, que le travail intérieur et que la paix intérieure était la clé et la solution pour le meilleur des managements. Donc les managers d'aujourd'hui devraient commencer, eux, d'abord par ce chemin-là, et ensuite accompagner leurs équipes ou faire le chemin ensemble. C'est très beau de grandir ensemble et de changer ensemble. Alors, la paix intérieure comme technique de management, Fatem Zahra Mzeoud Benis, vous y croyez, vous? Bien sûr, absolument, parce que cette paix intérieure, c'est quoi? C'est qu'on est congruent, on fait ce qu'on aime. Parce que la motivation, c'est quoi? C'est quand on a de l'énergie. Quand je viens travailler avec une énergie positive, l'énergie, elle vient de quoi aussi? Parce que motivation, pour agir, il faut qu'on soit motivé. Pour être motivé, il faut qu'on ait de l'énergie. Et l'énergie, elle vient des émotions positives, du plaisir, du désir, de la passion. Et donc, il faut aimer ce qu'on veut. Et ça, c'est pas forcément, c'est pas donné à tout le monde dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que le manager doit absolument motiver ses équipes à travers cette congruence et cet alignement personnel. Est-ce qu'on peut faire ça dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur? Oui, mais peut-être sous différentes formes, selon les moyens que nous avons, selon le niveau de stress et d'objectifs que nous avons. Quand on est en une multinationale, nous avons une pression souvent qui vient de l'international. Quand nous avons une entreprise familiale, nous avons une pression du patron sur place qui vient chercher son résultat sur place. Donc il y a différentes variables. Mais aujourd'hui, quand on parle de motivation, d'abord il faut arrêter, moi je dis toujours, il faut arrêter de démotiver d'abord. Si on n'arrive même pas à motiver, on arrête de démotiver. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui savoir traiter son manager, son collaborateur et le respecter, comme il disait tout à l'heure, le respecter autant qu'être humain. C'est-à-dire respecter ses compétences, ses ressources, ses désirs, ses valeurs.
et aussi ses limites, parce que chaque personne, elle a aussi ses limites. Et donc, parce que c'est une gymnastique et c'est un savoir-faire. Et le manager doit apprendre à faire ça. Et c'est comme ça qu'il peut gérer au mieux cette équipe-là et lui permettre d'être motivé. Pour moi, en 2 mots, être motivé, c'est se réveiller le matin et être content de venir travailler. Et c'est pour ça que ça a une productivité énorme. Et c'est à partir de là qu'on peut parler de performance. Absolument. Alors, quand on parle souvent de motivation, ce qui vient à l'esprit, c'est le pécunier, l'argent. Est-ce que c'est important? Et en même temps, les études souvent le démontrent, ce n'est pas ce qui vient en premier lieu. Ce qui vient souvent, c'est la reconnaissance et le respect. Pas forcément. Il y a des personnes qui sont, vous savez, des personnes qui sont motivées de l'intérieur. Elles sont motivées par elles-mêmes. Là, il y a de la reconnaissance, il y a aussi du challenge personnel, des défis personnels. Donc c'est vraiment personnel. Il y a d'autres personnes qui sont motivées par l'extérieur, par les personnes, par peut-être je veux être comme cette personne, je souhaite avoir ceci et cela. Le pécunier est normal d'être motivé par ce côté pécunier parce qu'il répond à certains besoins. Parce que moi, ce que je trouve pas normal, quand on va demander à des collaborateurs d'être motivés, alors que les besoins les plus basiques ne sont pas assouvis, c'est-à-dire que son salaire se termine le 10 du mois, qu'il n'arrive pas à prendre, il n'a même pas l'argent pour arriver en taxi, et donc il arrive en retard. Et on lui parle de motivation. Et nous, on vient lui parler de l'appartenance et de l'équipe et de la synergie. C'est décalé. C'est décalé. Donc il faut qu'on soit vraiment très pratique. Il faut. Donc, qu'est-ce que vous préconisez? Une forme de management, de la motivation à la carte, oui, qui est massible et réelle. Réel. Je peux pas. Je suis désolée. Je peux pas. Quelqu'un qui a un salaire très bas et que ses enfants n'ont pas par exemple les moyens de faire des choses, etc. Et moi j'arrive en tant que manager alors que je touche 10 fois son salaire et je lui parle de l'équipe et des objectifs et qu'on doit être main dans la main. Il faut qu'on motive les gens à partir d'eux-mêmes, pas à partir de moi-même et de ce que je veux. C'est ça la vraie équipe. C'est ça la vraie motivation. Et c'est vrai que c'est aussi ce que je dis. La performance est un contrat entre deux personnes. Deux entités, aussi 2 personnes, parce que c'est une relation. Et une relation, la base d'une relation, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est le respect des éléments de chaque personne. C'est pour ça que c'est très important quand on parle de développement personnel. Les gens pensent que le développement personnel ou le bien-être, etc., c'est secondaire. Absolument pas, parce que ça lie l'équilibre personnel de cette personne, c'est ce qui lui permet d'être productif ou non. En fait, on ne s'en rend compte que quand véritablement on a pris un coup. L'importance de ce bien-être au travail. Alors, par rapport à cette histoire de management par la motivation, donc comme étant une clé de la performance, vous dites qu'il faut d'abord bien connaître ses équipes, bien connaître leurs besoins, donc finalement bien les connaître personnellement en quelque sorte, ce que vous nous dites. Oui, ou au moins les profilés. Ce qu'on dit les profilés, aujourd'hui il y a des techniques, des outils psychotechniques qui permettent de connaître la personne, au moins comprendre son comportement, mais sinon aussi avec le temps, quand on est manager, on sait déterminer quel type de personne, quel profil, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui le challenge, qu'est-ce qui ne le challenge pas, parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils, ni les mêmes personnalités, ni les mêmes rythmes. Il y a des personnes très très actives et des personnes moins actives. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, sauf qu'elles sont faites pour un certain type de travail, un certain type de poste. Donc c'est très important aussi cette adéquation post-profil et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va beaucoup plus vers ce profiling, vers ces études de personnalité et cette cohérence. C'est très important. Ce n'est pas simplement du marketing professionnel. Non, pas du tout. Je donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui est beaucoup dans l'influence, qui est beaucoup dans la communication, qui est extraverti, qui a besoin de contact, on le prend, on le met dans la gestion de stock. C'est quelqu'un qui va s'éteindre absolument et qui va essayer par tous les moyens d'aller chercher le contact. Et c'est pour ça qu'on va le trouver toujours, il n'est jamais dans son poste, il est toujours en train de chercher le contact avec ses collaborateurs. Et le contraire, quelqu'un qui est introverti, qui a du mal à interagir et qui a du mal à affronter les problèmes, on le met en front office, on le met en accueil, on le met dans le SAV et c'est une torture au quotidien. Absolument. Alors, Sarah, je voudrais vous poser une question. Vous êtes orthophoniste, vous travaillez dans le secteur libéral.
l'entreprise fonctionne différemment, mais voilà, quand on travaille pour soi, comment on se motive au quotidien? À vrai dire, moi j'ai fait le passage déjà en entreprise et en d'autres structures. Vous connaissez Donc je sais un petit peu de quoi ça parle parce que c'est vrai que la motivation elle est importante. Et quand on est en libéral, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on se motive. Déjà, c'est l'amour du métier. Parce que si on n'aime pas le métier, on n'aura pas cette motivation de chaque matin se réveiller, de refaire un petit peu les mêmes choses. Et puis, il y a le contact humain qui pour moi, est indispensable pour tous les jours. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer une journée sans pour autant découvrir d'autres gens, avoir le contact d'autres gens et me sentir utile. C'est-à-dire qu'il faut que je sente que j'apporte quelque chose pour les gens qui viennent chez moi. Et donc, c'est ce qui me motive le plus. Absolument. Madiha, vous, le développement personnel, c'est votre créneau. Vous connaissez beaucoup ça, justement. Vous agissez plutôt pour la femme et surtout contre les violences faites aux femmes. Mais l'histoire de l'entreprise, est-ce que ça vous parle? Vous n'avez jamais travaillé en entreprise, vous? Non, pas encore, mais j'ai été certifiée. Pas encore, donc il y a... J'ai été certifiée cette année coach pour entreprise. D'accord. Voilà. Mais à titre personnel, en tant que salarié, jamais? Jamais. Jamais. Non. Ça vous dirait de faire l'expérience? Oui. Pourquoi pas rajouter ça au Pourquoi pas, CV? oui. Parfait. Alors, on a des questions de spectateurs, Fatem Zahra. On va pour la première question. Est-ce que la motivation financière n'est pas plus performante que le team building? C'est une dame de Casa, Zohra, 38 ans. Je la comprends, je veux dire pourquoi. En général, les entreprises vont dire, bon, très bien, on va travailler une cohésion d'équipe et pour cela, on va faire un team building. Alors, s'il vous plaît, merci pour cette question. Le team building est une partie de la cohésion d'équipe. Ce n'est pas du one-shot, parce qu'on va aller manger, s'amuser, on va s'amuser. Mais ça va s'arrêter. Le lendemain, on va oublier. 2-3 jours, on va oublier. On revient cette étincelle, elle va s'éteindre. Alors que la cohésion d'équipe, elle se construit pendant l'année. Le team building est une journée, est une étape de tout ce processus d'accompagnement. D'accord? Et pour ça, je suis sûre que cette femme, quand elle parle de financement, c'est de motivation financière, sous-payée, pas de prime, démotivée, et on les emmène jouer et manger. C'est complètement décalé. Il faut faire des choses structurelles. C'est-à-dire que d'abord, je vois la grille des salaires. D'abord, je vois l'égalité, je fais un système de primes selon les rendements. Et une fois tout ça est balisé, est fait, et que les personnes ont un système de sécurité financière qui leur permet de faire partie de ce groupe, là, je peux passer au 3e niveau d'appartenance et faire travailler cette cohésion d'équipe. D'accord, donc aller faire un team building, comme vous dites, manger et rire, ça c'est... L'entreprise perd son argent en quelque sorte. Elle perd son argent parce que, c'est ce que je dis toujours à mes clients, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qu'il faut faire avant, parce que le team building, il traite une thématique. Et cette thématique-là, c'est quoi? Ça dépend, chaque entreprise a ses propres problématiques. Et souvent, on a ce problème. Si on a ce problème financier, maintenant, s'il y a une entreprise où il y a une grille de salaire, il y a des primes de rendement, il y a des primes de performance, etc., là, le team building a sa place. Non, à sa place. Parce qu'il faut faire ses kick-offs, il faut faire ses team building, il faut aller travailler. Et il ne faut pas non plus s'arrêter au team building. Parce que quand on sort du team building avec un plan d'action, il faut voir qu'est-ce qu'on en a fait. C'est ça. Ça, c'est un sujet qui va venir dans On se dit tout. C'est programmé. Très bien. Alors, on a une autre question de la part de Ahmed, 28 ans, Casa, qui nous dit « Je suis commercial dans un grand groupe alimentaire. Lors de toutes nos sorties d'incentives, nous avons bien rigolé, mais pensez-vous qu'elles ont eu un impact réel sur notre performance? Je ne suis pas convaincue. » Ça dépend de qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces incentives. Justement, une incentive ou aussi un team building, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des thématiques. Qu'est-ce qu'on veut travailler? Si on veut travailler cette cohésion d'équipe, il y a des techniques et des outils pour ça. Et il y a le post-événement aussi. Justement, les entreprises, elles ratent le post-événement. Et il faut savoir qu'est-ce qu'il leur faut, ces personnes-là. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne motive pas les personnes en fonction de nous-mêmes, en fonction de à partir d'elles-mêmes, ce qu'elles veulent réellement. Et cette partie de l'écoute, être proche de collaborateurs, savoir qu'est-ce qui le motive réellement, quelles sont les choses qui le challenge. Est-ce qu'il le sait, le collaborateur? Parfois il le sait, parfois il ne le sait pas. Parce que souvent, alors merci pour aussi cette question, parce qu'on a souvent deux parties. On a le collaborateur qui est toujours, en général, je ne généralise pas, mais en général, il est mal payé, il est mal considéré, et on a de l'autre côté le directeur ou le patron qui dit ils ne travaillent pas assez, ils ne sont pas assez productifs. Et les deux ont tort et les deux ont raison. Je dis pourquoi? Parce que
Le collaborateur ne demande pas, il ne formalise pas son travail. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas savoir, il ne formalise pas tous ses travaux. Donc, moi, je ne sais pas s'il a trop travaillé ou peu travaillé. Juste, il dit, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup, c'est pas, il faut que ça soit bien évalué. C'est pas concret. Voilà. Alors, comment le collaborateur peut matérialiser, par exemple, s'il produit, s'il travaille sur une chaîne de production, ben, il produit. On voit ce qu'il a sorti. Oui, mais il n'y a pas que les chiffres, justement. Il s'arrête aux chiffres. Il y a un chiffre, il y a un rapport d'activité, il y a des tableaux de bord, il y a des reportings, des choses que le collaborateur, il se dit, mais moi, je n'ai pas le temps, mais le patron, il sait que je travaille. Non, il ne sait pas, parce que tu n'es pas le seul collaborateur. Vous êtes 200, vous êtes 300, vous êtes 1000. D'accord ? Et le patron aussi, pareil. Il dit, travaille pas, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Tu nous donnes des objectifs précis. Même ces objectifs-là, parfois, ne sont pas formalisés. Il faut juste venir travailler. Donc, il y a un travail des deux côtés de mettre le cadre, de mettre les périmètres d'action et évaluer le travail de chacun. Je pense que ça mérite un retour sur On se dit tout prochainement, Fatem Zahra Mzeoud, parce qu'il faut détailler le plan d'action et pour le collaborateur et pour le manager pour trouver finalement ce terrain d'entente. Tout à fait, parce que chacun a sa part de responsabilité. On se donne rendez-vous donc bientôt. À très bientôt. Parfait. Merci beaucoup, Fatem Zahra Mzeoud Benis, consultante, business coach. Le management par la motivation, la clé de la performance. Maintenant, encore faut-il connaître ses équipes et avoir un plan d'action réaliste. C'est bien ça, si on devait retenir un message de cet entretien avec vous? Oui, il faut connaître. Moi, je suis je suis persuadée que la personnalité, le type de personnalité, l'adéquation du post-profil est très importante dans l'affectation des tâches, des missions et aussi le suivi du travail de chaque personne. Et une fois on met la bonne personne à la bonne place, elle est motivée et on a un bon résultat. Merci beaucoup Fatem Zahra Mzeoud Benis. On continue l'émission ensemble. On retrouve dans un petit moment notre femme inspirante Madiha Benani juste après une courte pause. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour avec vous sur Médien TV dans On se dit tout. On continue notre émission d'aujourd'hui. On a parlé de management par la motivation. Dans un petit moment, on va parler d'accompagnement en cas de surdité de l'enfant. Mais pour l'heure, notre femme inspirante de la semaine, c'est tout de suite. Elle est inspirante, Madiha Benani. Bonjour Madiha. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes notre femme inspirante de cette semaine et en toute honnêteté, on a du mal à vous mettre dans une case. Vous avez une quarantaine de formations, vous êtes auteur de 3 livres, vous êtes conférencière, vous accompagnez les femmes d'une association. Voilà, donc comment vous présenter? Je pense que le mieux, c'est de regarder ce portrait que notre équipe a réalisé de vous. On commence par ça déjà et ensuite on revient en plateau. À tout de suite. Du haut de mes 40 ans, je me suis instruite. À 50 ans, j'ai écrit mon apprentissage dans une trilogie où j'ai déposé tous mes douloureux et heureux bagages. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je continue? Que ferais-je sans l'écriture? Que ferais-je sans le partage? Il est indéniablement impossible de m'arrêter à cette gare. Madiha Benani, je suis écrivaine, je suis coach en PNL, je suis hypnothérapeute et je suis art-thérapeute. J'ai 54 ans et j'ai ouvert mon cabinet depuis 4 ans. Mais avant ça, j'étais styliste. Je m'occupais de la beauté de la femme à l'extérieur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'occuper de la beauté de la femme à l'intérieur. Depuis 6 mois, j'ai le bonheur d'accompagner les femmes, les enseignantes de l'association El Ghait dans le quartier Sidi Moumen et Sidi Bournossi. Et c'est une association qui a été créée par Madame Emel Kadiri tous les mercredis. Je vais à la rencontre de ces femmes pour installer un centre d'écoute, pour leur donner la parole. Je leur fais de la méditation, de l'hypnose, du chant, de la danse. J'ai repris mes études il y a 8 ans. Mon premier roman est sorti il y a 4 ans. Il s'appelle Lumière de femme. Dans ce roman, j'ai déposé ma douleur.
une histoire difficile, mon deuxième roman qui est l'histoire de ma renaissance, comment j'ai réussi à guérir et à renaître. Et aujourd'hui, je vous présente mon troisième roman qui s'appelle Femmes et moi. Alors, les émois, ce sont les inquiétudes et les agitations. Pour chaque roman, je fais une exposition de tableaux et pour celui-ci, j'ai fait une exposition de fleurs parce que pour moi, la femme est une fleur. Mes romans, je les écris très souvent le matin quand je me réveille très tôt, vers 5 heures du matin, et que je fais ma prière et que je médite. Je prends mon PC et je me laisse traverser. C'est comme si je recevais ce que je devais déposer sur mon PC. J'ai repris mes études à 48 ans. Ça a changé ma vie, ça a guéri mon cerveau. Et aujourd'hui, c'est ma nourriture et je ne peux plus m'arrêter. Et moi, j'ai décidé de mourir étudiante. Elle s'applaudit, Mediha. C'est important, on va vous applaudir tous, toutes ici. C'est important de se reconnaître une réussite pour tout le monde, pour toutes les personnes qui nous regardent. Je m'applaudis, je me reconnais et je me dis je m'aime. Au lieu de l'attendre, de le recevoir, parce qu'attendre, c'est souffrir. Donc je me reconnais, je m'applaudis et je suis fière de moi. Et voilà, on peut justement, vous pouvez être vraiment très fiers de vous. Alors, vous le dites, 48 ans, c'est le début d'une nouvelle vie, après une première vie en souffrance, 2 mariages, 2 divorces, 5 enfants, hôpital psychiatrique, dépression nerveuse. Voilà, pour planter le décor, 2 mariages avec 2 hommes violents. Ouais. Et à un moment, vous vous dites, il faut que je sauve ma peau. Et c'est à 43 ans que vous avez ce déclic. Exactement. Et à partir de là, c'est bien sûr guérir, ce qui a été véritablement égratigné, et ensuite démarrer l'élévation et démarrer votre construction. Qu'est-ce qui vous a amené vers le développement personnel, Mediha ? Alors, la recherche de moi-même. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais devenir et je ne savais pas ce que je faisais dans cette vie. Et c'est grâce à la PNL que j'ai découvert ma mission de vie. C'est-à-dire que toutes ces douleurs de mon passé me permettent aujourd'hui de pouvoir accompagner et comprendre les autres femmes. Voilà. Alors, juste une petite question. Aujourd'hui, vous avez une 40aine de diplômes de formation dans le développement personnel. Vous avez eu une vie conjugale chaotique. Maintenant, ce qui fait rester beaucoup de femmes, c'est le manque de moyens. C'est ce qui les fait rester souvent dans un couple complètement déséquilibré. Comment est-ce que vous, on va dire, en quelque sorte, c'est la chance que vous avez eue, être issue d'une famille quand même aisée ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a accueillie à chaque fois que j'ai pris la fuite. Mais pour des femmes qui n'ont pas les moyens, il y a beaucoup d'associations qui font du très bon travail. Et j'en ai visité, et dans toutes les villes du Maroc, j'en ai visité dernièrement une à Berchid et j'étais impressionnée. La femme est accueillie, elle est écoutée, elle est soutenue, on s'occupe des enfants, elle est accompagnée pour divorcer. Et donc, c'est ça. Et ensuite, pour s'en sortir financièrement ? Alors, on l'accueille, on la loge, on la nourrit, le temps qu'elle trouve du boulot. Ok, d'accord. Alors, de rien, c'est-à-dire au départ, à 18 ans, vous étiez déjà mariée, vous n'avez pas encore votre bac. Justement, à toutes ces formations, comment vous avez trouvé toute cette énergie pour vous lancer dans autant de formations, cette soif d'apprendre ? Alors, moi, je n'ai pas eu mon bac parce que dans ma famille, ce n'est pas la peine de faire des études, il faut se marier à 18 ans. Ça, c'est la première violence. Donc, j'ai suivi le modèle familial, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai divorcé, je me suis remariée, j'ai eu des enfants, j'ai redivorcé. Et puis, je me suis dit, il y a quelque chose qui me manque. J'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai tout pour être heureuse. Mais qu'est-ce qui me manque dans mon cerveau? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, c'est cette souffrance intérieure qui m'a menée à aller chercher qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de moi. Et donc, c'est grâce à la PNL, à l'hypnose et à l'art-thérapie que j'ai plongé à l'intérieur de moi pour une introspection, pour découvrir, nettoyer et guérir les souffrances de mon enfance. D'accord. Alors, vous vous êtes ensuite spécialisée dans l'accompagnement de la femme. Très bien. Donc, pourquoi? Après 2 ans d'accompagnement, quand j'ai guéri, maintenant, ça fait 8 ans que je me forme. J'ai 8 ans de formation. Depuis 4 ans, j'ai ouvert mon cabinet. J'accompagne des femmes dans mon cabinet
Et j'accompagne les femmes de Hay Sidi Momen et Hay Sidi Bagnossi. Mais pourquoi les femmes? Alors, voilà. Femmes. Il fallait me spécialiser. Le jour de ma certification en coach en PNL, c'est 1000 heures de formation. Et Nicolas, qui est mon mentor, et qui me dit, si tu veux exceller, tu as besoin de te spécialiser. Et moi, c'était évident pour moi, c'est la femme. Je fais que la femme. Donc aujourd'hui, quand je suis en face d'une femme et que je ferme les yeux, je ressens exactement où est-ce qu'elle a mal. Je suis devenue comme un scanner pour femmes. Alors, l'écriture aussi, c'est une thérapie d'abord, mais aujourd'hui, l'écriture aussi, c'est pour accompagner des autres femmes. Les 2 premiers livres, c'est des livres thérapie. Très bien. Alors, Lumière de femme, j'ai déposé ma douleur. Il est sorti il y a 5 ans, il a été beaucoup lu en France et au Maroc, et je rencontre les femmes après la lecture, et ce livre autorise les femmes à parler de leur douleur. Voilà. Violence conjugale. Voilà, ou autre. Il n'y a pas que la violence conjugale. conjugale. Très bien. Alors, dans le deuxième, Écrivier, élève-toi, je raconte comment, quel a été mon chemin pour renaître. C'est une renaissance, et que, à travers toutes ces formations, à travers la thérapie, nous pouvons renaître. Et le dernier livre. Et le dernier vient que de je sortir. suis, voilà, il est sorti il y a 1 mois en France et 7 semaines au Maroc. Donc c'est mon petit bébé. Je suis très fière de moi encore. Femmes et moi. Femmes et moi. Donc les émois, ce sont les agitations et les inquiétudes. Et quand une femme décide de s'occuper des agitations mentales et des inquiétudes, elle peut découvrir la paix, elle peut vivre en paix. C'est 5 histoires en fait de femmes. 5 histoires pour le premier de femmes, très bien. Donc ce tableau représente 5 fleurs de tournesol. J'ai choisi la tournesol parce que cette fleur a décidé de relever la tête dans le ciel pour suivre la lumière. C'est vrai. Voilà. Alors justement, l'histoire de la tournesol, vous l'avez trouvée comment? En faisant des recherches sur les fleurs, puisque pour chaque roman, j'ai fait une exposition tableau. Donc pour celui-ci, j'avais choisi de faire une exposition de fleurs, et je me suis dit, cette fleur m'a appelée en fait. Cette fleur, elle suit la lumière. Et moi, c'est ce que j'invite les femmes aujourd'hui à faire, c'est de chercher la lumière et de la suivre. Ok. Est-ce qu'on peut parfois penser que Madiha Benani est trop... est trop rêveuse? Oui. On m'a souvent dit ça. C'est vrai? Oui. Mais en fait, moi, je dirais que je suis trop optimiste. J'ai choisi d'être optimiste. J'ai choisi d'être positive. C'est réaliste? Oui, parce qu'à chaque fois que j'ai été dans le creux de la vague, parce que pour moi, la vie, ce n'est pas le monde des bisounours. On pourrait le croire. Voilà. Honnêtement. Quand on me voit. Alors, avec toute la tendresse que j'ai pour vous, mais voilà, on se dit, Madiha, elle est sur un nuage. Est-ce que Madiha est sur un nuage? Alors, pour moi, mon âme est venue sur Terre avec une mission de vie, et pour servir ma mission de vie, j'ai eu besoin, je pense que mon âme a choisi mon pays, mes parents et même mes épreuves. Donc j'ai passé des épreuves, et à chaque fois que j'ai été dans le creux d'une épreuve, c'est l'optimisme et le courage et l'audace qui m'ont aider à m'en sortir. Et j'en ai eu des épreuves, et ça continue. C'est pas parce que je suis thérapeute que j'ai écrit des livres que je n'ai plus d'épreuves. C'est ça. Voilà, il y a un moment de repos, et puis arrive un nouveau challenge, et dans chaque challenge, je me dis quelle leçon j'ai à apprendre maintenant. C'est ça, c'est finalement vous vivez une réalité comme tout le monde. Comme tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu plus armé que les autres. Voilà, et j'ai choisi d'avancer dans ma vie avec le sourire et l'optimisme, et je souris de mon cœur. Est-ce qu'il arrive parfois, est-ce que parfois vous avez envie de perdre ce sourire? Parce que vous le dites, on continue à vivre des épreuves, on vit tous des épreuves. Il m'arrive de pleurer, bien sûr, il m'arrive de pleurer, il m'arrive de me mettre en colère et de me dire ça suffit, j'en peux plus, mais je rebondis et je me remets debout, et je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a toutes les ressources, les forces et les outils dont j'ai besoin pour traverser cette épreuve. Donc moi, je me sens sur un chemin. Et de temps en temps, je suis challengée par la vie. Et à chaque fois, je me calme, je me pose et je me dis, OK, j'accueille. Qu'est-ce que ce challenge ou cette épreuve est venue m'apprendre maintenant pour avancer? Sarah, je vous vois vraiment
Beaucoup de respect, beaucoup d'ondes positives. En fait, vous absorbez. Je reçois maintenant. Je suis en train de me charger. Elle est très inspirante. Oui, très inspirante et beaucoup de respect pour avoir ce courage et puis se relever la tête. C'est vrai que c'est une leçon de vie. Voilà. Moi, je pense que toutes les femmes doivent un petit peu s'inspirer de ça. C'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui, Madiha Ben Ali. Oui. Mais moi, j'apprécie justement que vous soyez aussi honnête en disant aux gens, ben voilà, il m'arrive de pleurer parce que vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, on vous voit, vous partagez beaucoup de sourires. On se dit, Madiha est dans son monde. Madiha est sur Terre, en fait. Alors, sur Facebook, j'ai 5000 femmes qui me lisent tous les jours et moi, j'ai choisi de partager le bonheur. Ça ne veut pas dire que je vis le bonheur 24/24. Ça veut dire que j'ai choisi de regarder dans ma vie ce qui marche et ce qui va et de le partager. Mais bien sûr que j'ai mes problèmes, bien sûr que j'ai mes challenges, comme tout le monde. Alors, on va prendre une question de téléspectateur. On y va. De téléspectatrice. C'est une jeune femme de Tanger qui nous dit vous êtes coach en PNL, hypnothérapeute et art thérapeute et maintenant l'auteur de 3 romans. Tout cela pour installer le bonheur dans le cœur des femmes. Quelle sera la prochaine étape, Madiha? Alors, moi, j'ai déjà écrit 5 romans. 3 sont déjà sortis en France. Le 4e s'appelle Voyage. Il est déjà en gestation? Il est déjà, ouais. Ça se travaille? Il est écrit, il est posé. Donc, je vais me reposer le temps de faire la tournée avec celui-ci au Maroc et à l'étranger et de revenir pour le corriger, l'envoyer en France. Voyage, donc aujourd'hui j'ai 54 ans et donc dans 2 ans ou dans 3 ans je vais approcher la soixantaine et j'ai envie d'écrire que je suis dans un train et j'avance dans ma vie et qu'est-ce qui se passe dans ce train autour de 60 ans. D'accord. Voilà, un bilan de la soixantaine. Pré-soixantaine. Pré-soixantaine. Qu'est-ce qui m'a aidée? Qu'est-ce que j'ai appris? Où est-ce que je me dirige? Parce que moi, je ne lâche pas de mon regard mes objectifs. Et c'est ce qui m'aide en fait à avancer dans ma vie, même pendant les épreuves, c'est que je garde mon objectif en face. Où est-ce que je me dirige? Le sens de ma vie. Et c'est ce qui m'aide à traverser ma vie. Et la remise en question de temps en temps est importante et vous le faites à travers les livres. Dernière question, votre dernier livre est-il dédié à transmettre un message aux femmes au bout du tunnel ou est-ce un roman thérapeutique finalement? Les deux. Les deux. Alors, je vais parler un petit peu du roman. 1 minute. 1 minute. Une petite minute. En tout et pour tout. En tout et pour tout. Alors, ce roman est un voyage à travers plusieurs dimensions. Dans le premier chapitre, c'est un voyage à travers des espaces psychologiques de 5 femmes en souffrance. Dans le deuxième chapitre, c'est un voyage à travers des espaces géographiques, à travers 5 voyages, 5 destinations, le Japon, le Canada, l'Indonésie, Essaouira et la Turquie. Avec des rencontres que j'ai faites et je raconte, je vous invite à voyager avec moi dans ce roman. Et dans le troisième chapitre, je propose des rituels de guérison. C'est comme un plateau de gâteau, de douceur, et la lectrice pourra choisir une technique pour se faire du bien. Voilà. Et parfois, une réponse peut dénouer des vies mal vécues. Absolument. Et sur ce, on dit que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Madiha Ben Ali. Merci beaucoup pour votre confiance. Et encore une fois, je m'applaudis. On vous applaudit, absolument. Alors, nous, on reste ensemble, bien sûr, pour continuer l'émission. Avec vous, on passe à autre chose complètement différente. On va parler de santé tout de suite. Et on vous retrouve à présent, Sarah Hey. Merci beaucoup d'être là, orthophoniste. Vous avez pris plein de bonnes ondes. C'est bon. Vous êtes chargée. Bien chargée. Bien chargée, absolument. Alors, aujourd'hui avec vous, lorsque le diagnostic de la surdité chez un enfant est donné, tombe, comment l'accompagner à la maison? On en parle avec vous dans un petit moment, juste après ce petit reportage.
Il y a plusieurs types de surdité que l'on peut rencontrer chez l'enfant. C'est un sujet qui est très vaste. Les surdités évoluent en fonction de leur intensité. On peut avoir des surdités légères à des surdités totales. Et puis, on peut avoir des surdités de causes différentes, congénitales, donc qui surviennent chez l'enfant à la naissance. Par ailleurs, on a des surdités qui sont liées à des problèmes infectieux qui peuvent survenir soit dans la période de la naissance, soit bien après la naissance, comme des méningites par exemple. Un enfant qui ne réagit pas de manière adaptée, s'il y a un son important devant lui, qui ne se retourne pas, qui a l'air d'être plutôt en retrait par rapport à son environnement, ou pour des enfants un peu plus âgés qui ont besoin de mettre la télé très fort, ou qui ne se retournent pas quand on les appelle. Donc là, c'est la famille ou l'entourage proche, ou des fois à l'école, l'instituteur qui va attirer l'attention. Comment on objective cette surdité? Eh bien, tout dépend de l'âge de l'enfant et de sa possibilité de coopérer ou pas. Bien entendu, chez le grand enfant, c'est de l'audiométrie classique comme on peut faire chez l'adulte, puisque l'enfant est tout à fait capable de dire j'entends ou j'entends pas. Et puis chez le tout petit, qui lui ne coopère absolument pas, on est obligé d'aller directement aux examens d'audiométrie objective. Une fois que tout ceci est fait, on a préparé la famille, on a fait nos bilans, etc., on va pouvoir passer à la phase thérapeutique. Donc, si on est dans une surdité totale, eh bien, le traitement consiste à appareiller l'enfant, mais par une méthode chirurgicale. Donc, il s'agit de poser un appareil auditif, mais directement dans l'organe de l'audition qui est la cochlée. Quand il s'agit d'une surdité moins importante, à ce moment-là, bien entendu, on peut recourir à un appareillage plus classique, le port d'un appareil externe. Dans tous les cas, la prise en charge de la surdité de l'enfant fait intervenir plusieurs personnes, plusieurs intervenants médicaux, paramédicaux. Il y a le médecin ORL, mais il y a aussi l'orthophoniste, il y a aussi le psychologue, il y a aussi des fois les pédopsies, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de large et multidisciplinaire. Alors justement, une équipe large et multidisciplinaire où l'orthophoniste joue un rôle très important. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, Sarah, et merci beaucoup d'être là. Justement, lorsque le diagnostic tombe, est-ce que l'accompagnement est le même pour l'orthophoniste, que ce soit une surdité totale ou partielle? Différentes. Alors, il faut savoir que quand on est dans le cas d'une surdité partielle, généralement, si elle survient généralement après que l'enfant ait déjà commencé à acquérir un petit peu de langage et tout ça. Donc, généralement, c'est dû à une méningite ou des problèmes un petit peu qui peuvent toucher des infections et tout ça. Donc là, c'est fréquent? Oui, c'est fréquent. Et puis là, généralement, on pose c'est une prothèse qu'on appelle conventionnelle. Donc, c'est-à-dire c'est une prothèse externe qu'on pose sur l'oreille de l'enfant au niveau du contour avec un petit embout, comme celui que vous avez. Mon oreillette. Voilà, comme l'oreillette. Et puis là, la lourdeur et la difficulté du cas n'est pas vraiment très très énorme parce qu'il y a de la prise en charge qui se met, il faut accompagner les parents, mais le côté psychologique n'est pas très très lourd. D'accord. Mais alors, si on s'arrête sur ce cas en particulier de la surdité partielle, qu'est-ce que les parents doivent faire à la maison? Alors, généralement, on fait un accompagnement pour que les parents puissent un petit peu travailler parce que la majorité du temps, il est à l'école et il est à la maison. Donc, ce qu'on conseille de faire, c'est que les parents doivent suivre l'enfant. Il faut faire attention d'abord, est-ce qu'il distingue entre les bruits ou pas? Est-ce qu'il entend les bruits forts ou bien que les bruits? Tout dépend du degré de la surdité. Tout dépend de la surdité. Elle a apparu à quel âge? Est-ce qu'il a déjà commencé à parler ou bien avant d'avoir commencé à parler? Et on commence un petit peu à lui apprendre les choses, à lui apprendre à écouter, à lui apprendre à entendre les bruits de tous les jours. Si c'est un enfant qui entendait bien avant, qui a eu un problème de santé, qui a perdu une partie de son ouïe, oui. On lui réapprend à entendre. Vous lui réapprenez. Oui. En fait, il entend, mais il n'entend pas de la même manière. Et ce qui est difficile, c'est que quand la perte est d'un seul côté, ce qui se passe, c'est comme si ça se déséquilibre un petit peu. Et donc là, l'enfant un petit peu a du mal à gérer entre l'appareil qui donne des sons qui sont un petit peu comme s'ils sont robotiques et entre le son naturel qu'on ne peut jamais atteindre avec les appareillages, même si on arrive à un degré d'invention qui est très, très... Mais les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire à la maison? Alors, les parents, tout d'abord, on leur
leur conseille d'arrêter de mettre les gestes parce que beaucoup de parents adhèrent beaucoup aux gestes et il faut apprendre à l'enfant à se concentrer sur le son qu'il entend. On conseille aussi de faire travailler les directions de bruit. Par exemple, on est dans une chambre, on va appeler l'enfant qui est dans une autre chambre et l'enfant doit apprendre à réapprendre à chercher le son, d'où est-ce qu'il la direction du son, les différences par exemple entre les sons qui sont très très proches. Et là généralement, comme quoi, par exemple comme par exemple, disons par exemple dans la parole, il y a par exemple des sons qui sont très très proches au niveau articulaire, comme par exemple le P et le B. Oui. Une est sourde, une est sonore. Alors au niveau articulaire, si les enfants commencent à faire une lecture labiale, donc ils commencent à lire sur les lèvres, alors au niveau de l'articulation, c'est très difficile de faire la différence. C'est au niveau vibratoire qu'on sent la différence de ce son. Donc les parents, par exemple entre papa et bonbon, on peut avoir l'impression que ça va du... Pour nous, c'est évident. Pour les enfants, c'est un petit peu, ça se rapproche beaucoup. Et donc, il faut leur apprendre ça. Ça se fait à la maison, ça se fait avec la rééducation et c'est du cas par cas. Quand vous dites ça se fait à la maison, comment? Est-ce qu'il faut mettre l'enfant en face? En face, au début, on fait en face parce qu'on se dit, le jour où, par exemple, l'appareil est en panne, il faut que l'enfant arrive à communiquer. Donc, on installe un petit peu quand même un peu de gestes. Il faut savoir qu'au Maroc, chaque maison a ses propres gestes. Donc ça, on n'a pas de problème parce que les parents arrivent à le faire et ils le font spontanément et même des fois excessivement. Et il y a le côté labial, c'est-à-dire on leur apprend un petit peu à se concentrer sur le fait de bien regarder la personne, comment elle parle, comment la personne elle articule et tout ça, pour apprendre à la lecture labiale. Mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'on utilise quand même, on revienne à la source qui est le fait d'entendre. Donc on leur apprend, comme je vous ai dit, les jeux de direction des sons. On fait des jeux, par exemple, des jouets sonores. Si les enfants ils sont encore petits, on fait des jouets sonores. Il faut savoir un petit peu quel rythme. C'est vous, l'orthophoniste, qui le faites et ensuite vous orientez les parents. On montre aux parents. C'est-à-dire que, par exemple, en fin de séance, on va faire rentrer les parents, on va leur montrer les petits jeux à faire, la différence entre le piano, le sifflet, le tambour et tout ça. Et puis on essaie de reproduire les sons, par exemple, je vais faire 3 fois taper sur un tambour et 2 fois siffler dans une flûte. Et l'enfant doit écouter Do, bien sûr, à Do. Et puis, il doit reproduire la même chose. Et on va savoir est-ce qu'il décrypte bien le son pour après arriver à la parole. Il ne faut pas que les parents s'énervent et perdent leur sang-froid. Non, surtout pas. Il faut beaucoup de patience. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend du temps. C'est frustrant aussi pour les parents. C'est frustrant. C'est pour ça que je vous ai dit, dans la surdité partielle, c'est quand même un petit peu légère, mais dans la surdité totale, c'est encore plus lourd pour les parents. Et c'est important pour les parents d'accompagner l'enfant en cas de surdité totale à la maison? Oui, c'est très très important. Il faut savoir que la majorité des parents sont des fois mal informés et se disent que le fait de poser un implant cochléaire, c'est bon, mon enfant il va entendre. Sauf que non. On a posé un appareillage, mais il faut apprendre à l'enfant d'entendre avec cet appareillage. C'est un enfant généralement qui n'a pas entendu. Et souvent, les parents se disent, bagage. Il a l'implant, je l'emmène chez l'orthophoniste, il a ce qu'il faut. Et là, c'est bien de penser à emmener chez l'orthophoniste parce que des fois, ils font l'implant. Alors, il faut savoir que, ça c'est un point très très important, c'est que des fois, entre la pose du diagnostic, c'est-à-dire qu'on annonce le diagnostic, et entre le temps de poser l'implant, parce que ça coûte un peu cher et c'est pas très remboursable, donc ce temps-là... C'est pas vraiment remboursé? Tout dépend. Tout dépend, mais ça coûte quand même relativement cher au Maroc. Alors ce temps-là, ce temps d'attente, il est très très important parce que des fois, les parents se bloquent devant l'annonce de la surdité totale. Donc mon enfant n'entend pas, c'est bon. Je ne vais plus me casser la tête, je ne vais plus l'appeler, je ne vais plus le parler, je ne vais plus verbaliser. Voilà, je verbalise plus et donc la stimulation fait chut. Elle chute d'un seul coup. Et donc là, on perd beaucoup de temps. Surtout que des fois, ça va sur des mois. Hein. L'attente pour faire l'implant, ça va sur des mois. Des fois, c'est 1 an. Des fois... Donc tout dépend des patients, tout dépend des moyens financiers, de la prise en charge et tout ça. Donc quand on reçoit le patient après, c'est un patient qui s'est fait opérer. C'est un petit qui a vu faire un acte chirurgical. C'est des parents qui sont un petit peu perdus. Et un enfant qui est psychologiquement... perturbé. Parce que déjà il y a la peur. En quelque sorte. Un petit délaissé, oui, mais il y a la peur de la blouse blanche parce que c'est un enfant qui a subi une opération chirurgicale qui est quand même lourde, qui n'a pas trop compris. Il y a quelque chose qui est sur son oreille. Je commence à entendre des sons qui sont un petit peu forts. Il y a le problème de réglage qu'il faut bien prendre en considération par les audioprothésistes qui le font. C'est qu'ils augmentent les réglages petit à petit. Donc généralement, c'est le cas les plus lourds. Et puis l'accompagnement parental dans ces cas-là, il est très très important. De 1, pour un petit peu baisser le côté, l'atteinte psychologique et dire aux parents, votre enfant est appareillé, c'est très très bien. Maintenant, c'est un enfant qui est limite
Si on veut dire normal, il entend, il faut faire ça. Il faut suivre. Oui. Fatem Zahra Mzewout, vous avez envie de lui poser une question par rapport à ça? Ça vous fait... Non, juste le fait comment elle gère des parents qui sont souvent aussi angoissés et parfois, non, et souvent ils sont mal informés, ils ne comprennent pas. Et comment elle fait cet accompagnement psychologique, parce qu'il y a un accompagnement des parents aussi. Est-ce qu'il y a un thérapeute avec toi dans le cabinet? Est-ce que tu travailles en collaboration avec quelqu'un? Alors effectivement, ça c'est une question très importante parce que je ne fais pas le travail toute seule. C'est-à-dire qu'on est formé, autant qu'orthophoniste, on est formé en psychologie, en pédopsychiatrie. On connaît les troubles, on peut gérer un petit peu le stress s'il est minime. Mais dans des cas vraiment de troubles plus avancés, généralement, il faut orienter vers un psychologue parce que généralement, normalement, le travail doit se faire entre l'orthophoniste et aussi le psychologue juste après d'abord avant la décision de mettre un appareillage et après le fait de mettre un appareillage. C'est-à-dire qu'il faut intervenir normalement sur les deux côtés. Et les parents, vous les gérez comment? Les parents, il faut savoir qu'au début, les séances durent beaucoup, durent longtemps, on a beaucoup de questions, c'est-à-dire on essaie d'être le plus disponible pour ces parents-là, répondre au maximum de questions, on essaie d'informer, d'expliquer. Si on reçoit l'enfant avant le diagnostic, pour l'envoyer chez l'ORL pour faire le diagnostic, on explique bien, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il faut faire pour qu'il ne s'inquiète pas beaucoup. La maternité a changé votre façon de faire avec les parents? Depuis que vous êtes maman, oui. Vous êtes plus, oui, c'est vrai. plus ça change empathique. Beaucoup. Ouais, ça change absolument. Beaucoup. Alors, on a des questions de téléspectateurs. Nous avons Halima de Tanger qui nous dit « Mon fils de 3 mois réagit très peu au bruit. Le pédiatre me dit que c'est normal. Est-ce le cas ?» Alors, 3 mois, normalement, à 3 mois, il faut savoir que l'enfant doit réagir déjà au téléphone qui sonne. Ça doit le faire sursauter? Sursauter, arrêter, par exemple, s'il tète, il va arrêter. S'il suce, il va arrêter de sucer. Il doit, à partir de 4 mois à peu près, il doit reconnaître son prénom. Donc là, on peut attendre un petit peu pour voir s'il va commencer à se retourner. Et généralement, à cet âge-là, l'enfant il commence un petit peu à utiliser des petits accidents vocaux, donc le bubble et tout ça. Il y a le Vous les appelez accidents vocaux? Nous, on adore ça. Oui. Et l'enfant, il adore quand on échange avec lui. Alors, pour cette maman, si vous échangez avec votre enfant et votre enfant, il sourit, il réagit. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On peut attendre encore un petit peu. Alors, l'autre question de Hetman, 35 ans. Rabat, existe-t-il des techniques pour développer l'ouïe d'un enfant? Dans quel cas? Est-ce qu'on est dans le côté pathologique? Si oui, il y a des techniques, il y a aujourd'hui des applications, il y a des choses qu'on peut instaurer avec la prise en charge. Donc l'orthophoniste en charge certainement va pouvoir guider cet enfant mieux que moi. Mais oui, il y a beaucoup de choses maintenant. On a commencé à avoir beaucoup de plateformes et tout ça qui sont interactifs et les enfants, ils adorent ça. Et puis ils réagissent énormément à ces jeux-là parce que ça reste ludique. Mais il faut continuer à le faire, on va dire, dans la bonne humeur, dans la mesure du possible. Bien sûr. En évitant d'angoisser, en évitant d'être trop stressé. En évitant, les enfants sont des éponges, j'arrêterai jamais de le dire. Les enfants, c'est des éponges. Ils épongent notre stress, ils prennent notre anxiété, ils prennent notre angoisse, notre colère et tout ça. Donc il faut prendre les choses d'une manière, il faut jouer avec l'enfant. Merci beaucoup, mesdames, d'être là, d'avoir été là pour ce partage d'expériences professionnelles, médicales, personnelles pour nos téléspectateurs. Fatem Zahra Mzewout Bennis, merci beaucoup. Vous êtes consultante business coach. Madiha Benani, vous êtes notre femme inspirante de cette semaine et vous avez 36 000 casquettes. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le déplacement pour nous parler de vous, mais de votre dernier livre, Femmes et moi, et Salah Hay, orthophoniste. Merci, mesdames. Merci. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. On se retrouve très vite sur Médien TV. Au revoir.